Viens, on t'emmène avec nous. Ah oui, chouette. Vite, dépêche-toi. Bonjour et bienvenue alors non pas au pays des Schtroumpfs, quoique, mais dans Bulle et Sculpture, le podcast de la Figurine Family, le rendez-vous des amoureux de la bande dessinée franco-belge. Un podcast qui vous permettra d'en apprendre davantage sur l'univers de la figurine et sur l'histoire de la bande dessinée. L'ambition est simple, partager notre passion ensemble tout en pérennisant le patrimoine du 9e art. Et si vous souhaitez compléter votre collection avec des figurines d'exception, vendre ou devenir membre de notre club privé de collectionneurs, rendez-vous sur www.figurinefamily.com. Notre invité du jour s'appelle Alain Baran. Il vient de publier en collaboration avec Grégoire Commère dans L'ombre d'Hergé aux éditions Racine. Après avoir été danseur au sein de la troupe de Maurice Béjart, il rejoint les studios Hergé en 1978, ou 78 comme diraient nos amis belges, comme secrétaire particulier de Georges Rémy. Oui, rien que ça. Du bureau de Hergé au studio de Hollywood face à Steven Spielberg, en passant par la négociation des droits d'adaptation des albums pour une série de dessins animés que l'on connaît tous, mais aussi des retrouvailles entre Hergé et Chang, Alain Baran se dévoile et nous livre en toute intimité tout un tas d'anecdotes exceptionnelles et parfois surprenantes. Passez un bon moment. Alain Baran, bienvenue dans Bulle et Sculpture. Très honoré que tu sois le premier invité de ce podcast, d'autant plus que nous nous trouvons dans un lieu assez formidable et qui fait sens avec le thème qu'on va évoquer ce jour, le musée Hergé. Alors Alain, je vais demander si tu l'acceptes de te présenter, mais on va faire la chose de manière assez peu conventionnelle, tu vas le voir. Je vais te demander s'il te plaît de te présenter en t'identifiant au personnage de bande dessinée de Tintin si tu le souhaites, ou à d'autres personnages de bande dessinée. Je te donne un exemple. Moi, je m'identifie plutôt à Tintin. J'aime le côté aventure, mais également un peu à Titeuf, parce que j'ai un humour un peu lourd. Mode, ce serait également Tintin pour le voyage, mais également la Castafiore, parce qu'elle a tendance à crier pas mal. Voilà. C'est une bonne introduction, oui. C'est peu conventionnel, faut le dire. C'est peu conventionnel, en C'est effet. Alors, tu veux d'abord que je m'identifie. Ben, évidemment, comme la plupart des lecteurs qui ont découvert Tintin très tôt dans leur jeunesse, ben, Tintin est mon idéal, comme il était l'idéal d'Hergé aussi. C'était le reporter qu'il aurait aimé être, et moi, il était le voyageur que je voulais être. Et ma vie m'a démontré que j'ai quand même bien suivi son exemple. On peut le dire, je pense. Et je pense qu'on développera le sujet effectivement par la suite. Et si tu devais habiter quelque part, tu serais plutôt 26 rue Labrador, donc un peu mouvementé, il faut le dire. Oui, oui. Plutôt la tranquillité château de Moulinsart. Voilà, peut-être pas le faste du château Moulinsart, parce que d'abord, je n'en ai pas les moyens, et puis ensuite, c'est pas trop ce que je recherche. J'aime bien comme cette petite île au milieu de la Grèce, inconnue de tout le monde, Donc, où j'habite en partie. un peu d'insolite peut-être. Un peu d'insolite. Un oui. petit peu de. Oui, 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 oui. Bon, super. Allez. Alors Alain, nous sommes ici pour parler de toi, de ta vie, de la relation que tu as entretenue aussi avec Hergé. Nous allons aborder tout un tas de sujets passionnants, mais on va garder un peu de mystère. Pourquoi? Parce que nous sommes également là pour parler de ton livre, Dans l'ombre d'Hergé, c'est comme ça qu'il s'intitule, en collaboration donc avec Grégoire Commère et aux éditions Racine, c'est ça? C'est ça, oui, oui, tout à fait. J'ai pas fait exact. d'erreur. Ouais, très bien. Donc nous allons balayer tout un tas d'événements marquants sur les 5 années que tu as passées au studio Hergé. J'aimerais te demander d'abord comment la vie t'a amené à te rapprocher de Hergé, de la bande dessinée. Qui étais-tu avant cela? Parle-nous un peu de toi, si tu le veux bien. Alors, je dirais pour déjà situer le contexte, Hergé m'a connu avant que je le connaisse. Ok. En fait, c'était un grand ami de ma mère il s'était rencontré à quelques instants, je vais dire quelques mois peut-être du départ de ma mère pour la Chine, où elle allait se marier avec son mari, enfin avec son fiancé, qui était demi-chinois. Ok. Et, elle a rencontré Hergé parce qu'elle cherchait à se documenter sur la Chine, et on lui a dit, tiens, il y a un jeune auteur qui écrit pour les enfants et à l'aide de dessins,
qui vient de publier un ouvrage sur la Chine. Alors elle a été très intriguée, elle voulait savoir qui était ce jeune dessinateur, auteur, et on lui a dit il s'appelle Hergé. Ok. Hein, elle ne le connaissait pas, enfin il ne connaissait pas Hergé, mais on lui a dit non, tu peux le rencontrer, prends contact. Enfin bref, ils se sont rencontrés, de là est née une amitié entièrement teintée de Chine. Et cette amitié va durer jusqu'à la fin de leurs existences. Et ce sera toujours empreint de la pensée chinoise et de la Chine, de la civilisation chinoise qui passionnait Hergé et qui a passionné ma mère en même temps. Donc voilà. Et donc quand je suis né en 1951, ben, ma mère était revenue de Chine avec son premier fils et elle a renoué, enfin elle a repris contact avec Hergé et ils ont cette amitié s'est développée. Elle a même participé à un certain moment au journal Tintin, au jeune journal Tintin, à travers des articles qui s'appelaient Tintin dans le monde. Super. Et la soif de voyager, la soif d'aventure, ben, elle est née déjà spontanément chez moi. De fil en aiguille. De fil en aiguille. Et donc, je n'ai pas énormément de souvenirs, j'en ai même pratiquement pas de mes, on va dire, 7-8 premières années. La seule chose, c'est que je sais que très tôt, ma mère me lisait les aventures de Tintin, mais je ne savais pas encore lire. Très intéressant, tu parlais de tes 7-8 premières années. Je crois d'ailleurs qu'aux alentours de tes 9 ans, en 1960, tu es allé rendre visite pour la première fois, tu as visité les studios Hergé, tu as rencontré Hergé pour la première fois. J'aimerais que tu nous parles, je crois qu'il t'a dédicacé un album qui était Objectif Lune, je crois. Oui. Une dédicace, je crois, qui est assez particulière, non? Alors, elle est très particulière et ça ne m'avait pas frappé jusqu'au moment où j'ai commencé à achever la rédaction du livre, de cet ouvrage ici. J'ai ressorti cette dédicace pour en parler à Grégoire qu'on allait introduire ce chapitre. Et puis, je suis frappé parce qu'il écrit pour Alain en souvenir de sa première visite au studio Hergé. Et là, aujourd'hui, je n'y avais jamais songé avant. Aujourd'hui, je dis, mais c'était visionnaire. Il avait, on dit qu'Hergé avait un côté visionnaire. On parle d'Objectif Lune aussi. Voilà, exactement. Et pour plein de choses, il avait ce côté visionnaire et une prémonition, enfin bref. Et donc, j'ai 9 ans et près de 20 ans plus tard, je vais effectivement retourner au studio Hergé. Effectivement. Mais alors, avant ça, on sait aussi que tu as été danseur pour la maison Maurice Béjart. Mais j'ai envie de te demander, comment s'est passée cette phase de transition? Comment devient-on donc danseur déjà pour la maison Maurice Béjart? Le ballet, la compagnie. La compagnie, autant pour moi, à secrétaire, confident, fils spirituel aussi de Hergé, on peut le dire. Comment ça s'est fait? La question m'est souvent posée, ou même a été très souvent posée, parce qu'on se dit, mais attends, déjà… C'est quand même assez éloigné. C'est d'abord très éloigné, mais ce qui est tout à fait inhabituel, la formation d'un danseur, pour le garçon, elle doit commencer au plus tard à 13, 14 ans, mais 14 ans, c'est déjà une limite très, très, très lointaine. Pour une fille, c'est encore plus tôt. C'est 8-9 ans, tu vois. Et moi, j'aime danser. J'ai toujours aimé danser. Mais encore actuellement? Toujours, oui. Actuellement, je me cache un peu plus, mais pour le faire… Vous n'aurez pas à rougir, je pense. Mais… Voilà, mais je le fais toujours. J'aime cela. Mais je n'étais pas particulièrement attiré par la danse et pas particulièrement en plus par le ballet classique. Bon, voilà, ça ne m'intéressait pas trop. Et puis ma mère était de nouveau une amie de Béjart. Et un jour, un de ses amis doit faire un documentaire sur Béjart et il lui dit, tiens, j'ai besoin d'un assistant. Est-ce qu'Alain, c'était la période de Pâques, donc congé scolaire, j'ai 17 ans, est-ce qu'Alain serait intéressé de venir m'aider? Je dis oui, pourquoi pas. Et j'arrive dans le studio de répétition et je vois une famille de danseurs. Une famille, c'était un mot qui avait un sens pour moi parce que j'avais une famille qui était un peu spéciale, sans histoire, sans passé vraiment. Je ne pouvais pas remonter plus loin que mon grand-père, mais au-delà, et même maternel. Donc voilà, plein de mystères.
Et donc, je vois une famille autour d'un homme qui s'appelle Maurice Béjart. Déjà, ça m'interpelle. Mmh. Ensuite, c'était un ballet que j'ai adoré et qui m'a fait découvrir Baudelaire. Euh, et j'ai vu cet extraordinaire moment de la création et j'ai été capté par l'homme parce qu'il était un créateur. Et c'est ce qui m'a dit, oh, je veux travailler avec lui. L'homme et le processus. Et le processus. Alors, j'ai 17 ans et même bientôt 17 ans et demi. On me dit autour de moi, mais commencer la danse, tu es fou, c'est impossible. J'avais cette chance que tout petit, j'avais eu un accident à l'œil qui m'avait même, j'avais failli être Tu aveugle. voulais être pilote d'avion, je crois. Et oui, alors Ouais. mon enfance était pilote d'avion, tu Ouais, vois, voyager ouais. déjà. Et cet accident que j'ai eu à l'œil a changé mes perspectives, disons. Mais surtout, je n'ai plus fait de gymnastique, plus de gestes brusques, ce qui m'arrangeait bien, parce que moi qui ne suis pas bricoleur et qui n'ai jamais été bricoleur, ça m'a arrangé très vite pour dire « Ah non, je ne peux pas taper dans le mur parce que ce n'est pas bon, je peux avoir des chocs. » Donc, voilà. Finalement. Mais ça m'a aidé parce que j'avais un corps qui était mou. Et comme très gentiment dit ma seconde épouse, « Oui, tu avais un corps de mollusque. » Voilà, Je ça a le mérite d'être dit. Oui, bon, d'accord, oui. Bon, j'avais quand même certains dons, ça on me l'a tout de suite dit. Et j'avais le corps aussi pour. Ouais. Aujourd'hui, j'ai pris un petit peu de poids, mais à l'époque, j'étais quand même assez mince. Et, et j'ai été formé par un professeur extraordinaire qui était une ancienne danseuse de Béjart. Et j'ai été formé en 3 ans, ce qui était incroyable. Et 3 ans plus tard, Béjart m'accueille dans sa compagnie. Et j'ai Tu 6 voyages années, beaucoup, il faut le dire. 9 mois par an. Oui. Donc c'est important. Mais Et puis, pourquoi effectivement alors avoir arrêté? alors, l'amour. Ok. L'amour. J'ai bien eu quelques penchants pour des danseuses, mais bon, je n'ai pas eu de succès, on va dire. Pas encore? Pas encore, voilà. Et en fait, à mes 15 ans, j'étais tombé fou amoureux d'une jeune femme qui nous avait accompagnés un voyage culturel que ma mère avait organisé au Portugal. Et j'étais tombé fou amoureux d'elle, mais le problème, c'est que moi, j'avais 15 ans et demi et elle en avait 20 et demi. Wow. Et moi, j'étais un peu son petit frère. Oui. Et elle était plus attirée par mon frère, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Et c'est donc rien passé. Et un jour, elle revient. Elle a vécu au Sénégal, aussi une voyageuse. Elle a vécu au Sénégal et elle revient en Belgique. Et ma mère, qui sentait que je me disais que je n'étais pas vraiment fait pour Béjart, je devais peut-être aller à New York. Okay. Que voilà, j'avais déjà des Déjà les prémices de New York. Oui, des prémices. Et puis, je pense qu'elle avait dit, oh là là, il faut que mon fils reste ici en Belgique. Et donc, elle sait que cette jeune femme est revenue. Elle organise un dîner, je suis invité. Et 6 mois plus tard, on est mariés. Et 1 an après, vient mon premier enfant au monde. Et là, je me pose la question, je dis, Alain, tu es un danseur, tu voyages 9 mois par an. Pas Tu ne tellement fondes pas une compatible famille. Tu ne peut-être fondes avec pas la vie une de famille. famille. Ouais. Et j'ai eu 4 enfants en plus. Mais bon, mais cette première naissance, sur la première naissance. elle m'a ouvert la voie vers autre chose parce que je me suis dit non, je ne peux pas continuer à danser. Donc j'ai décidé d'arrêter. Et là, il y a un concours de circonstances étonnant, mais moi, je ne crois pas au hasard. Je pense qu'il y a des énergies comme ça qui nous guident les uns vers les autres. Mon frère et Hergé sont de très bons amis aussi. Ils dînent ensemble. Et bon, je passe les détails du dîner lui-même, mais à un certain moment, Hergé lui dit, tu sais que, oui, non, mon secrétaire fidèle pendant 20 ans, un merveilleux, un homme vraiment extraordinaire à ses côtés, a eu une thrombose, il ne peut plus travailler, il est momentanément remplacé par son épouse, mais voilà, ça ne fonctionne pas comme il le souhaite. Et mon frère dit à Hergé, mais sais-tu qu'Alain a arrêté la danse? Ah non. Et tu penses qu'il pourrait peut-être venir travailler à tes côtés? Ah mais oui, Concours de circonstances, pourquoi comme pas? tu dis. Ouais. Oui. La seule chose, la réflexion qu'il a vis-à-vis de mon frère déjà, il m'a dit, mais écoute, vois avec Alain. Tu vois la délicatesse de l'homme. Hein. Vois avec Alain parce que je ne veux pas non plus lui donner l'impression de faire un peu le pressing. Parce que c'est difficile pour lui peut-être
après avoir été dans le monde entier, danser sur des scènes, être tout le temps en mouvement et du De jour au rester lendemain assis, derrière un bureau ouais, pendant, c'est un peu contradictoire, voilà, de prime abord. ah oui, et 7 à 8 heures par jour, bon, Oui, comme un travail classique, quoi. oui, bien sûr. Et donc il était un peu, il dit: «Je voudrais vraiment pas qu'il croie, que je veux mettre la pression, quoi». Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé et Un quand concours de circonstances, concours de circonstances. complètement. Hem, donc tu rejoins en 1978, c'est ça? Oui, Les studios janvier. Hergé, tu as 27 ans peut-être? Alors je vais les avoir, 1 mois plus tard, hein, donc oui, oui, on va dire que j'ai 27 ans, oui. Comment se passe ton arrivée au studio? Est-ce que tu as des souvenirs? Alors peut-être pas du Alors premier jour ou alors si oui, tu te oui, oui, oui. rappelles, Non, non, alors il y a 2-3 choses. La première, c'est que je ne connaissais pratiquement personne à part une personne. Non, j'avais déjà rencontré des gens quand j'étais tout petit, mais j'avais aucun souvenir de cela. Et, j'étais un petit peu, alors je ne trouve pas le mot, un peu impressionné? Ouais. impressionné euh, de ne pas. C'est Bob de Mort qui Mmh. était un homme que j'admirais aussi parce qu'il avait sa Le bras propre. droit de Hergé, Et le bras faut droit le dire, hein. d'Hergé, oui, et que je l'admirais aussi. Et j'étais impressionné de le rencontrer. Et heureusement, je dis, il n'était pas encore là quand je suis arrivé au studio. Il était en congé, il revenait une semaine plus tard. Et je D'accord. me suis dit, ah, je vais le rencontrer après. C'est une Oui, transition en quelque sorte, oui, le temps de voilà, t'imprégner des lieux. voilà. Mais Hergé m'avait dit, oh, tu verras, le travail, c'est facile, il n'y a pas trop de choses qui se passent. Oui, il y a quelques lettres qui arrivent des lecteurs. Bon, j'attache une importance à ce que l'on leur réponde, parce que s'ils prennent la peine de m'écrire et de Bien poser des sûr. questions, il faut y répondre. Je crois savoir d'ailleurs qu'Hergé était très pointilleux sur la manière dont il fallait répondre, à Ah toutes oui, ces oui, fans qui oui. écrivaient au Tout- mot près, oui, oui, parfois la oui. virgule près, Oui, je oui, oui, pense. oui, 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 très. Et il était vraiment très. Et il avait raison. Et mais il m'avait dit: «Tu verras, ce ne sera pas très compliqué, tu vas t'y faire très vite». Et donc moi, je suis très à l'aise, je commence à faire des réponses et cetera. Et mon premier choc, c'est que mes brouillons, mes beaux brouillons dont je suis fier, je les dépose sur le bureau d'Hergé avant qu'il arrive. Et puis quand il arrive, il passe un petit temps à lire et je ne sais pas ce qu'il fait d'autre. Et puis il revient vers mon bureau, il a mes brouillons en main et il me dit, dans la plupart des cas, c'est ce qu'il disait. Écoute, l'idée n'est pas mauvaise, ta réponse, oui, il y a des idées. Ne crois-tu pas qu'on devrait plutôt écrire comme ça? Et je voyais mes brouillons. Pas de mais Oui, oui, hein, l'art et la manière de, voilà, la manière en douceur, oui, quoi. Euh, et puis, je vois mon brouillon, il ne reste rien. Il a tout réécrit, tout raturé, réécrit. Et, et je me dis, oh mon Dieu, et ça va durer au moins 4 à 5 mois. OK, d'accord, le temps Ah, d'adaptation, c'était une catastrophe, tout simple. tu nous parlais donc, de Hergé, un peu sa manière effectivement dont vous aviez de collaborer ensemble sur la rédaction des lettres. Comment tu sais nous parler un peu d'Hergé, comment il était au quotidien? Alors on parle de Hergé, pas de Georges Oui, Rémy. oui, parce que Ça a son importance aussi, je pense. aussi, tout à fait. Comment il était peut-être au quotidien? On sait que c'est un homme, pudique, je pense. Très réservé, euh, qui a eu vraiment de l'affection pour son équipe. Une équipe d'ailleurs, les albums se sont espacés depuis, il faut le dire, sa relation avec Fanny, son idylle. Les albums se sont espacés. Il n'a plus vraiment envie de lancer tout Période un. de dépression aussi, Aussi on peut le dépression, dire. oui, oui, de grosses dépressions. Et donc, oui, les choses n'avancent pas. Mais son équipe, il y tient. Et il me l'a dit, il ne l'a jamais vraiment déclaré, je pense, publiquement, mais il me l'a dit 2, 3 fois déjà, au moins certainement. Il m'a dit, tu comprends, mon équipe, je ne peux pas me résoudre à les mettre au chômage technique entre 2 albums, donc je veux absolument C'est fort, qu'ils aient du c'est fort. travail, et donc les droits dérivés pour des publicités, des choses comme ça ne l'intéressait pas trop, mais On voilà, retrouve ça un faisait peu un travailler. espèce d'esprit de famille, non? Pour faire du lien aussi Complètement. avec la danse dont tu nous Ah, parlais tout à l'heure. complètement. Tu as retrouvé ce Ah oui, ce oui, trait-là qui était complètement, important pour toi? complètement. Ah oui, oui, tout à fait. Et il était vraiment le centre d'un univers auquel les gens étaient attachés. Et Bob de Mort en tête. On parlait, Alain, des albums, des pauses, qu'il y a eu. En août 78, Hergé te dit, «Alain, j'ai une idée,
d'une nouvelle aventure. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment-ci? Ah oui, c'était impressionnant, je ne m'y attendais pas du tout. Euh, il rentre dans mon bureau et il me dit, voilà exactement ce que tu viens de dire. Il me dit, écoute, j'ai une nouvelle aventure en tête. Euh, Dans la confidence, vous étiez que alors, deux. justement, dans la confidence, on n'est que deux. Et c'est là que mon rôle va prendre toute sa dimension, parce qu'il me dit, Alain, maintenant, on va devoir ralentir les activités extérieures aux albums. Bob Demore, si je me souviens bien, était lui de son côté en train de terminer parce qu'il avait aussi donné la faculté à Bob de créer ses propres albums et d'utiliser les studios pour l'aider dans cette tâche. Euh, donc voilà. Mais il dit, bon, ce qu'on va surtout commencer à limiter, c'est les exploitations dérivées, les publicités, etc. Parce que c'est vrai que, bon, Oui, voilà. bien sûr, bien sûr. Branle-bas de Mais, combat, il faut voilà. s'activer un petit peu. La seule chose la chose qu'il a ajoutée avec vraiment détermination et précision, il m'a dit, bon, maintenant le travail que moi j'entame, c'est un travail que je vais entamer seul et je ne veux pas que ça se sache. Est-ce que c'est peut-être aussi à partir de ce moment-là que ton rôle de secrétaire prend une toute autre ampleur, je pense? Complètement. En fait, j'aime répéter cette idée qu'un ami m'avait exprimée à propos de mon travail à son côté. Et voilà l'exemple parfait. Je suis dans le secret et je dois me taire. Et ce compromis, j'imagine que parfois ça doit être assez compliqué. Et il y a eu des moments, oui, où c'était... Au début, tant qu'Hergé était encore le centre de l'univers des studios Hergé, le maître était... voilà, c'était... personne n'aurait imaginé quoi que ce soit. Le moment où il a commencé, parce que plus tard il aura une leucémie qui sera déclenchée et qui aura limité, qui dort petit à petit. oui, qui dort petit à petit et qui limitera son activité. Donc il ne pourra plus beaucoup venir au studio. Et là, je vais devenir le seul relais entre lui et le studio au quotidien. Il ne viendra qu'une fois par semaine, mais ce sera rapidement le tour. Et tout ce qu'il va faire dans le cadre de cette nouvelle aventure qui est en gestation, il va le faire seul, lui. D'ailleurs, peu avant de partir, il avait d'ailleurs, je crois, pour projet de déménager les locaux Exact. justement pour pouvoir Exact. être là un peu plus souvent. Exact, parce que voilà, il trouvait, même si c'était pas très loin, je crois que c'était entre 20 minutes et une demi-heure, mais Ça a son importance ça a dans son la semaine, importance, ouais, si on voilà. calcule Ah oui, effectivement les temps de Et trajet. donc, oui, presque en face de chez lui d'ailleurs. Et là aussi, personne n'était au courant. Et ça m'a valu quand même, par moments, surtout après sa mort, des suspicions, même à l'intérieur des studios, parce qu'on disait, oui, mais Alain, est-ce qu'en fait, il n'a pas, lui, mis une barrière entre Hergé et nous? Non. C'était un rôle difficile à tenir pour toi. C'était très difficile. Ouais. Je l'ai tenu sans même y réfléchir, parce que bien sûr. c'était évident, évidemment. Mais ça, tu ne le savais pas encore à l'époque quand tu allais rejoindre les studios. Bah Je veux dire, non, en 78, tu étais loin de t'imaginer. Ah, complètement. Ben, lui-même, quand on parlait des 50 ans de Tintin, qui était en 79, m'a dit oui, il ne se passera pas grand-chose. 50 ans de Tintin, effectivement. Il ne se passera pas grand-chose. Au final, c'est débordé 50 ans. de tous les côtés. Débordé de tous les côtés. On n'a jamais eu une telle foison de courriers en tout genre, d'interviews de tous les côtés, etc. Ça a alimenté le démarrage de la maladie, hein, ça c'est clair. Et ce rythme soutenu. c'était oui, non, un rythme d'enfer. Mais on était débordés. Et c'est là que, en fait, son œuvre, hein, on va parler d'œuvre, a atteint une dimension qu'on n'avait pas encore connue jusqu'à présent. C'est le monde des adultes a rendu hommage. Beaucoup de journalistes ont avoué devoir leur carrière à Tintin et donc à Hergé. Et la bande dessinée est rentrée dans le cours des grands. Alors qu'on le sait, en 1929, à l'époque, les parents avaient encore du mal à confier des albums, des bandes dessinées à leurs enfants, jugés encore un peu plutôt de manière légère. Oui, c'est ça, plutôt dans l'humour et qui a rien de spécial à en tirer. Ah non, c'était vraiment... C'est une belle reconnaissance. Donc là, on parle de 79. Ensuite, autre fait marquant, on peut le dire, en 81,
nous assistons aux retrouvailles de Hergé et Chang Incroyable, Chong-jen, incroyable. qui a, il faut le dire aussi, inspiré donc 45 ans plus tôt Oui, oui, le oui. Lotus bleu. Il y a près d'un demi-siècle que Hergé n'avait plus vu Chang, qui est maintenant directeur de l'Académie des Beaux-Arts de Shanghai. Ne touchez pas trop pour votre santé, pour votre santé. Un petit peu mieux, mais Oui, pas oui. beaucoup, pas beaucoup. Tout à fait magnifique. Oui. Je pense que tu as pas mal œuvré aussi pour cette rencontre-là, Bah, disons que ces retrouvailles. oui, de nouveau, j'étais un élément dans l'action. C'était surtout un journaliste français d'ailleurs, travaillant à la télévision belge, qui s'appelait Gérard Vallet. C'est lui qui a déclenché la venue de Chang. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que pendant des années, Hergé avait perdu la trace de Chang. Et il le cherchait et il voulait vraiment, parce qu'il l'a déclaré, que cet homme a changé sa manière de travailler et en étant beaucoup plus précis dans les contextes, dans les décors, etc. Que avant le Lotus bleu, c'était voilà, un petit peu à la semaine qu'on le faisait, mais abordé sérieusement. Tu dis une chose très intéressante, il a changé sa manière de travailler, est-ce qu'on peut dire aussi sa manière de vivre aussi d'une certaine manière, une réflexion sur la vie qui change, il change sa vision des choses Oui, du moins. oui, parce qu'ils ont beaucoup parlé de la Chine aussi, avec Chang, et ça lui a Une ouvert culture effectivement. complètement différente, Oui, effectivement. tout à fait. Mais c'est bien de l'aborder parce que c'est vrai que on ne le dit pas assez, mais il était un peu prisonnier d'une petite bourgeoisie belge avec ses regards, Ouais. avec des ornières. Très intéressant. Ouais. Et donc tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent était fort orienté dans le sens que au-dessus de son épaule, on lui disait tiens, tu devrais faire ça, par exemple le journal pour lequel il travaillait. Et il a été, comment dirais-je, comme on dit, il était sous influence, voilà, d'une certaine manière. Et c'est petit à petit qu'il s'est détaché de ses influences pour vraiment leur donner sa propre vision des choses. Son humanisme, parce que c'est à partir de ces albums, on va découvrir un humanisme, une humanité dans les personnages, etc. Très bien. Super moment. Je revois encore d'ailleurs une petite photo qu'on mettra au montage où on t'aperçoit en arrière-plan, je crois, au moment de ces retrouvailles. Chang, oui. D'ailleurs, on mettra ça Oui. au montage. Et je suis chargé aussi, parce que comme la maladie de nouveau s'est déclenchée, je suis chargé de l'accueillir à Paris, puisqu'il arrive de Pékin avec son fils à Paris. Et là, il y a une séquence filmée d'ailleurs Oui. où il y a le téléphone et j'appelle Hergé et les deux hommes se parlent. Donc oui, Mais ah oui, c'était. on sent d'ailleurs, je crois, me souvenir d'une voix de Hergé qui est assez fébrile, je pense. Hein. Comment expliquer une émotion qu'on ressent? Comment expliquer quels sont les sentiments qu'on éprouve quand on retrouve après près d'un demi-siècle quelqu'un qui a été pour vous plus qu'un ami? C'est quelqu'un qui a, je le disais tout à l'heure, mais qui m'a ouvert les portes et les fenêtres de toute une civilisation dont j'ignorais tout pratiquement. Fanny et moi, on était inquiets. On se disait, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. Heureusement, ouais, heureusement. Mais là, quand on a entendu, l'émotion était tellement forte ouais. Oui. Mais ça s'est croisé les bien doigts. passé. Oui, heureusement. Autre fait marquant, Alain, fin 1982, je crois que tu reçois un appel plutôt important pour le coup, un autre gros projet d'ampleur, un coup de téléphone qui vient d'assez loin, très on loin peut le dire. même. Oui, Est-ce que de tu très peux nous loin. en parler? Oui, bien sûr. Alors, c'était tout à fait surprenant parce que c'est un coup de téléphone d'une dame. Dont Pas un le monsieur, nom, une dame. une Ça a dame, son importance. Une dame. Et dont le nom ne nous paraît pas très connu. Elle se dit bonjour, ici Kathleen Kennedy. En fait, la toute première comment dirais-je, prise de contact, c'est par un courrier. D'accord. Et je ne sais plus si c'est un courrier lettre ou un courrier telex.
parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de fax, tout ça n'existait pas, encore moins d'email. Donc, c'est des lettres qui prennent du temps à arriver, ou un telex qui prend un peu moins On de parle temps. de Los Angeles, là aussi. Et qui part de Los Angeles, justement. Et cette dame dit, je m'appelle Kathleen Kennedy. Ah, très bien, merci. Qu'est-ce que vous est-ce voulez? voilà, est-ce que les droits d'adaptation cinématographique des albums Tintin sont libres? Ah, oui, ils sont libres. Eh bien, voilà, je vous écris au nom de Steven Spielberg. Rien que ça. Rien que ça. Et donc, après, suivi un coup de téléphone. Et bon, on a appris entre-temps que Kathleen Kennedy était l'associée de Spielberg. Et oui, Spielberg était intéressé. Et alors, ce qui était fou, c'est que ma première réaction, c'était, ça ne m'étonnait pas outre mesure, parce que il y a eu E.T., mais ce n'était pas E.T. qui m'avait amené à penser à une chose précise, c'est que le premier Indiana Jones, quand il est sorti, produit par Lucas, George Lucas, et dirigé par Steven Spielberg, la presse a été, mais je ne veux pas dire unanime, mais abondamment a exprimé le rapprochement entre les aventures de Héros à la Tintin houppette. et Indiana Jones. Et moi, je voyais plus du Jacobs, avec le mystère de la Grande Pyramide, etc. Je trouvais plus cette ambiance-là. Mais bon, en lisant ça, je dis, tiens, Pourquoi mais pas, tant mieux. Mais oui. Au final. Et je me dis, mais Lucas, parce que moi je pense à Lucas, c'est le producteur, il va peut-être voir ces articles et il va dire, ah tiens, il y a peut-être une idée là, parce que si on parle tellement de ce Tintin, qui est Tintin, donc il va s'intéresser. Mais en fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est le Spielberg lui-même qui a appris, d'après ce qu'on m'a dit à l'époque, c'était par la scénariste d'E.T., qui avait fait du babysitting in illo tempore, comme on dit, dans sa jeunesse, j'imagine, dans une famille sans doute française, et qui avait découvert les albums. Et c'est la version que j'ai entendue à l'époque. C'est quand même incroyable. Mais... Donc, Alain, au moment où on reçoit cet appel, j'imagine qu'il y a une espèce d'effervescence qui jaillit dans les studios, avec Hergé notamment. Alors, les studios ne sont pas au courant de nouveau. Donc, tu vois, le rôle que j'ai, secrétaire. Ben oui, le rôle que j'ai, parce que Spielberg veut rencontrer Hergé et veut l'inviter à venir à Los Angeles. Et bon, Hergé me dit, mais tu comprends, moi, dans mon état de santé, la faculté m'interdit de voyager. Donc vas-y. Bon, j'y vais. Je voyage. Hein? Un voyage de plus. Los Angeles. Los Angeles, pourquoi pas? J'ai dansé là-bas, il n'y a pas de problème. Je peux me débrouiller. Et je pars là-bas et je suis accompagné de deux responsables de chez Casterman, l'éditeur. Très bien. Comme ça, on a quand même, on arrive on masse. est représenté. Alors, on fait une halte, et c'est ça qui va aussi déterminer beaucoup de choses. On fait une halte à New York. Casterman a un avocat pour les représenter pour les droits dérivés, enfin non, les droits cinématographiques. Et cet avocat, la première chose qu'il nous dit, Spielberg, c'est tout le monde en parle. Et tout Los Angeles scrute ses faits et gestes. Si quelqu'un apprend qu'il est intéressé par Tintin, il va essayer d'obtenir les droits pour les lui revendre. Alors que nous sommes qu'en 1982. On n'est qu'en 1982. Et donc, cet avocat nous dit secret total. Donc, c'est reparti, un secret, un autre. Et donc, on n'en parle pas. Et donc, c'est le maître mot. J'en parle à Hergé, je dis, voilà, là aussi. Bah, il dit, l'Alphard, maintenant, Spielberg, voilà qu'on y est. Hein. Et donc, voilà. Et donc, la négociation va commencer. Je vais à Los Angeles et je découvre un homme d'une gentillesse, d'une simplicité, d'une humilité. Et je trouve des points communs dans l'attitude, tu vois, face à E.T., un succès, mais à l'échelle planétaire. Et il voit ça avec candeur, comme Hergé, il s'en étonne. Et il a même une certaine manière enfantine de regarder une bouteille de shampoing qui est à l'effigie de E.T. et il trouve ça charmant. Charmant, oui. Parce qu'il faut le dire, Hergé avait du mal à prendre du recul, il s'étonnait parfois même du succès qu'avait Tintin.
Mais notre toute dernière conversation en février 83, donc très peu de temps avant son décès, mais évidemment, heureusement, on parle du projet Spielberg où il va me donner les limites à ne pas dépasser, mais ces limites à ne pas dépasser, elles sont tellement minces qu'il laisse toute liberté à Spielberg de créer, parce qu'il dit, je l'admire, c'est un créateur, je n'ai pas envie de lui mettre des bâtons dans les roues. Donc ça, c'est une chose, donc important. Et alors, vraiment, la dernière, je trouve que c'est très symbolique, on a une lettre, on regarde ensemble une lettre d'un enfant qui écrit de l'Inde, des Indes, hein, et il me dit, regarde, une fois de plus, C'est quand même fantastique. D'un enfant. D'abord, un enfant, il prend sa plume, il m'écrit pour dire qu'il aime L'autre bout du Tintin. monde. L'autre bout du monde, une autre civilisation, des milliers de kilomètres de chez nous, et il dit, Tintin je ne n'a pas de comprends frontières, hein. pas. Et oui, mais il dit, je ne comprends pas. Et c'est profondément sincère. Et 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus, après, il est mort. Ouais. Et c'est l'image que j'en garde aussi, c'est d'être vraiment d'avoir cette simplicité, de dire, ben oui, moi, souvent il citait cette phrase, il disait, je suis comme le pommier, je produis mes pommes, mais je peux pas dire quel goût elles ont. C'est aux autres de le dire, mais C'est moi, fort, je peux c'est pas, fort. je ne connais pas leur goût. Je produis mes pommes. Ben, c'était la même chose pour lui. Alors Alain, tu l'évoquais, très vite malheureusement, on arrive au 3 mars 1983, le décès et le départ de Hergé malheureusement. Comment toi tu as vécu la chose? Comment ça s'est déroulé? Ben, d'abord, c'était complètement inattendu. C'était c'était brutal même. Les médecins lui donnaient encore quelques années, il me semble. On pensait qu'il aurait encore une dizaine d'années devant lui. Donc, premièrement, bah, il n'a rien envisagé de spécial. Il n'a pas donné d'instructions précises par la suite. La seule chose qu'il m'avait dit quand on a parlé la première fois de venir à ses côtés, il m'a dit, Alain, il y a une chose que je ne peux pas te promettre, je ne sais pas ce qui se passera après, et il est probable que Tintin ne me survive pas. Bon, voilà, les choses étaient claires. Moi, je lui ai répondu, mais bon, tu sais, pour moi, ce n'est pas la question. La question, c'est le plaisir, c'est le bonheur, c'est d'être, Bien sûr, l'honneur d'être bien à sûr, tes côtés. on verra plus tard. On verra plus tard. Mais, donc lui-même, comme tu le disais tout à l'heure, il avait même prévu d'installer ses studios tout près de chez lui. Donc, tu vois, tout ça n'était pas du tout imaginable. Et là, c'est de nouveau un moment d'abord Déjà d'émotion, lourd et puis etc. dur à gérer Et en alors, conséquence pour la suite. humainement, et puis les années qui vont suivre, il va falloir imaginer la suite. Parce qu'il n'y a rien n'a été écrit, rien n'a été prévu. La seule chose, Suzanne, c'est mon épouse Suzanne, Fanny était la légataire universelle, et c'est à elle que revenait le droit de faire de créer l'avenir. Bien sûr. Néanmoins, il faut le dire, Hergé avait quand même formulé un vœu, c'était que Tintin ne lui survive pas. Pas de nouveaux albums. L'arrêt des aventures C'était clair. de Tintin. Mais au final, comment pérenniser une œuvre? Oui, c'est assez contradictoire au final. C'est c'était un parcours du combattant, j'imagine. à partir du combattant. Et à partir de ce moment-là, je me dis, la moindre activité que l'on mène au nom des studios Hergé et donc d'Hergé, la moindre activité peut être positive, voire négative. Et ce que moi je disais qui était négatif, ce que j'appelais négatif, c'était on était presque inondé de produits dérivés qui étaient sans intérêt, qui dénaturaient l'univers des personnages. C'était charmant de voir le professeur Tournesol s'envoler dans les airs pour une huile, hein, Oui. qu'on ne va pas citer, mais c'était charmant. Mais ce n'était pas l'univers, ce n'était pas rendre hommage à l'univers. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir parce que les studios Hergé étaient habitués à ça. Et donc, pour eux, on pouvait continuer dans ce train-train, comme on disait. Et moi, j'ai dit non, il faut changer tout ça. Et ça a été très difficile. Très difficile. Et à ce moment, j'ai dû aller voir ailleurs parce que je sentais que les studios, malheureusement, étaient trop ancrés dans des habitudes du passé. Et c'est ailleurs que j'ai commencé à trouver des solutions. Néanmoins, des projets d'ampleur ont été développés, je pense même des projets positifs. Vous avez été notamment approché par Canal+, oui. Il faut le dire.
Très beau Tu peux nous projet. en parler un peu? J'en suis très heureux parce que ce projet, je l'ai vraiment porté à bout de bras aussi pour Hergé, évidemment, On au parle nom des dessins d'Hergé. animés Tintin, Oui, pour ceux la qui ne série l'auraient de dessins compris. animés qui aujourd'hui encore connaît un grand succès. Je le disais tout à l'heure en off derrière la caméra, mais je tiens également à le redire, si on se trouve là sur ce banc à l'heure actuelle, c'est grâce à ces dessins animés. Complètement, la Oui, nouvelle génération, on connaît oui, Tintin. Enfin moi, en tout cas pour ma oui, part, c'est le oui, cas, non pas oui, grâce aux bandes dessinées, oui, oui, la bibliothèque familiale en était dépourvue, oui, mais grâce aux dessins oui, animés, oui. Canal+. Ils ont rouvert la porte, les portes Bien à sûr, la jeunesse qui était habituée exactement, à d'autres bien vecteurs sûr. aussi. Donc ça, c'était un des projets d'ampleur que tu as mené, mais ça devait pas être simple, j'imagine. Ça n'a pas été difficile parce que j'ai eu en face de moi des gens, puis j'étais déjà moi secondé par une nouvelle équipe. J'avais d'un côté Jean-Claude Juret qui était mon bras droit commercial, on va dire, Ok. et de l'autre côté Jean-Manuel Duvivier, le petit-fils de Julien Duvivier, le cinéaste, Ça s'est structuré. qui était tout ce qui était artistique. Et donc ensemble, on avait pu maintenant bien restructurer tout cela, et donc on a pu imposer une charte graphique Graphique, ok. et comment dirais-je, conceptuelle Ok. de l'adaptation. Et c'est vrai que cette Au adaptation, final, elle est c'est un succès, remarquable. il Elle est faut le dire, ça remarquable. continue de fonctionner. Moi, comme j'ai vécu en Inde pendant 10 ans, le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui ont dit ah oui, Tintin, les bandes dessinées, enfin les dessins animés, Je vais te dire, c'était vraiment je me vois super. encore en rentrant chez mes grands-parents à midi, entre l'école le matin, l'école l'après-midi. Oui. Je mange, et il y a Tintin qui passe à la télé. Je suis scotché, je laisse tomber la fourchette et je retourne à l'école, j'ai encore le générique en tête. Oui. C'est marquant, Oui, vraiment. oui. C'est Non, marquant. c'est clair que ça a été. Je suis très heureux de ça. Et alors, pour l'anecdote, euh, j'avais aussi comme conseiller un certain Nick Rodwell, L'arrivée de Nick Rodwell. bien connu. Euh, on formait ce que Fanny appelait les Tintin Boys. Ok. Donc, j'ai cité Jean-Claude, Jean-Manuel, Nick et moi. Donc, les 4 Tintin Boys. Ok. Et ça fonctionnait bien entre nous. Et avec Nick, je l'avais vraiment pris à un certain moment parce qu'il est arrivé quelques mois après la mort d'Hergé. Donc, j'avais un gars qui avait 1 an de moins que moi et qui arrivait avec des idées Et fraîches puis et vous avez jeunes. beaucoup voyagé aussi On a fait ensemble. beaucoup de choses Ouais. ensemble. Je l'ai amené à Los Angeles. On est allé au Japon ensemble. Enfin bon, je l'ai amené au Brésil parce Ok. qu'il y avait des candidats. Bref. Et la toute dernière réunion, on est à 4 avec Fanny. On faisait de temps en temps une réunion qu'on a considérée comme étant dans des palais luxueux, ce qui était absolument faux. On a peut-être 1 ou 2 fois, j'ai offert aux gens qui travaillaient avec moi un bel endroit. Voilà, c'était Pour pas marquer non le coup. plus pour marquer le coup. Et la toute dernière réunion qu'on a eue ensemble, un des éléments de la négociation, enfin des discussions, c'était les dessins animés. On était tous d'accord de signer ce contrat, sauf une personne. Oui. Je pense qu'il y a un sens de la déduction qui intervient là Une maintenant. personne, Oui, voilà. un certain Nick. Un certain Nick Rodwell. Pour terminer, Alain, j'aimerais Oui, te poser une question qui est primordiale pour moi. oui, La question de la pérennisation oui, de l'œuvre de Hergé, et même au final de la bande dessinée. oui, Nous sommes en pleine transition générationnelle. On en parlait oui, d'ailleurs tout à oui. l'heure en off. Quel est ton regard sur le processus? Est-ce que tu es assez confiant sur la suite? Alors, je vais pour ça évoquer une négociation qui avait eu lieu pour une nouvelle formule de magazine pour la jeunesse, sur lequel j'avais travaillé ou d'abord qu'on avait conçu un projet de mensuel, et puis bon, je passe les détails. Pour lancer ce projet, on avait une négociation qui avait démarré avec le groupe qui s'appelle Média Participation, qui est devenu un groupe très puissant dans la bande dessinée. Il ne l'était pas encore à ce niveau-là, mais ils avaient racheté le Lombard. Et on négocie la mise en place de ce projet. Et dans la négociation, à un certain moment, on va parler de la société qui va constituer le projet, enfin qui va construire le développer. Et moi, très naïvement, je dis, mais Tintin,
ce sera le nom de cette revue, Tintin, ça a une valeur. Donc je voudrais qu'on mette comment dirais-je, que ce soit considéré comme un apport en nature dans la constitution de la société. Et la personne qui est en face de moi, très fin négociateur, me dit « Mais pourquoi? À quel titre ?» Je dis « Parce que Tintin, c'est un classique. C'est vraiment... le monde entier connaît Tintin, et surtout dans les pays francophones, c'est un classique. » Et il me regarde et il dit « Mais Alain, réfléchissez. » Vous voyez à cette époque-là, réfléchissez. Vous savez où finissent les classiques? Je dis non, ils sont classiques. Non, non. Les classiques finissent sur les bancs d'école ou comme analyse dans des études universitaires. Ça, c'est le classique. Et si vous dites que Tintin est un classique, c'est peut-être ce qu'il attend. Et moi, je dis, mais enfin non, jamais, etc. Il avait raison. Et ce qui se passe aujourd'hui, bon, maintenant, on ne va pas refaire le passé. Peut-être qu'on aurait réussi à maintenir un contact avec la jeunesse à travers des projets emblématiques, dont Tintin, ses personnages, auraient été les porte-parole. Mais Géo, aujourd'hui, Tintin, c'est l'aventure. Si on le relit dans le bouquin, je parle du concept, on verra qu'il y a quand même beaucoup de points communs. J'allais te parler justement des projets qu'il y a Et actuellement. voilà. Alors, que tu en penses? Donc, et donc, je me disais, bon, voilà, on va faire vivre Tintin de cette manière-là. Mais effectivement, là, on parle de la fin des années 80, il y a une révolution technologique qui pointe son nez. On a déjà découvert le fax, la télécopie, donc déjà grande révolution, mais on est à des antipodes d'imaginer ce qui va se passer. Et aujourd'hui, mon regard, c'est de me dire, je peux comprendre que l'évolution technologique s'est accompagnée d'une évolution chez les jeunes lecteurs qui sont beaucoup plus sur un écran devant une réalité virtuelle. Bien sûr. Et le livre en tant qu'objet et sa découverte n'a plus le même sens. Il faut s'adapter. Et alors une bande dessinée qui a explosé dans tous les sens, les mangas qui ont envahi et ce n'est pas négatif ce que je dis, qui ont envahi les librairies. Donc la jeunesse a été confrontée à de nouveaux choix qui correspondaient aussi à l'évolution de cette jeunesse. Et donc aujourd'hui, je dis, mais oui, Tintin va petit à petit, il va devenir vraiment un classique dans le sens où cet homme me l'avait dit. Je pense qu'on a un rôle, nous, important, jeunes que nous sommes, pour pérenniser un peu cette œuvre. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Merci Alain pour tout ce dont on a abordé. Ce fut passionnant. Je pense que le mot de la fin, on peut quand même l'accorder à ce livre que tu nous sors ici, mais pas tout seul. Il faut le dire. Pas tout seul. Alors, ce livre, j'ai commencé à le concevoir dans les années 90. Donc, après avoir été contraint de quitter l'univers d'Hergé. Plus de 30 ans. Plus de 30 ans, exact. Et donc, j'avais déjà écrit, et je dois dire que je suis content d'avoir eu une trace écrite, parce que ça m'a permis de rester très précis dans des dates, dans des noms. Tant que les souvenirs étaient encore vifs. Voilà, donc tout ça était là. La seule chose, c'est que vu que mon départ n'a pas été des plus joyeux, j'exprimais ce que j'en ressentais à ce moment-là. Et heureusement, je m'étais dit à cette époque, c'est pas de cette manière que je devrais le faire, parce que je veux dire, je rends pas hommage à Hergé. Or, moi, c'était Hergé qui était important et son œuvre. Donc, je disais, j'ai mis heureusement ce manuscrit dans un tiroir. Et j'ai dit, on verra. Tu fais dormir la chose. Je fais dormir la chose. Et le manuscrit est ressorti de temps en temps, avec et surtout qu'on commençait à avoir vraiment l'informatique qui se développait. Donc, déjà dans les années 90, j'avais les tout premiers ordinateurs, donc j'avais déjà une trace informatisée que je pouvais retravailler facilement et tout. Et puis j'ai essayé, j'ai cherché plusieurs routes. J'ai voulu à ce moment faire un dictionnaire amoureux parce que je trouvais que c'était une belle formule. J'ai voulu faire une sorte de roman. J'ai voulu faire
une autre étude sur, parce que je veux dire, Hergé, je le considérais un peu comme mon père, effectivement, et spirituel certainement. Donc je disais, tiens, mais je pourrais lier ma quête du père, puisque j'avais perdu un père très tôt, tu vois, tout ça. Et puis un jour, il y a, c'est pas Grégoire au départ, c'est un autre journaliste qui m'approche et qui me dit, mais pourquoi est-ce que on ne ferait pas un livre ensemble? Mais je dis, j'ai déjà un manuscrit. Et donc on a commencé à travailler pendant mais, très peu de temps. Et puis malheureusement, lui était pris par tellement d'autres projets qu'on a abandonné. Donc, et puis c'est dormi. Et puis Grégoire, qui était un copain que j'avais déjà connu auparavant, me propose de faire une interview. C'était en plein Covid, me faire une interview sur voilà, ma vie, etc. Juste Donc, une interview, il faut le juste une préciser. interview. Juste une interview. Et cette interview a mis plus d'1 an à être publiée, a été publiée en avril 2023, donc il y a un peu plus d'1 an. Et il a suscité l'intérêt d'une éditrice, D'accord. Géraldine Henry, elle s'appelle, qui a pris contact avec Grégoire et qui lui a dit oh, c'est passionnant cette interview, mais il faudrait écrire un On livre. parle des éditions Racine, là, pour le Des coup éditions Racine. Et donc elle lui dit ça, et lui m'appelle, il me dit tiens, tu vois là le contact que j'ai eu. Je dis mais j'ai un manuscrit déjà, et il est déjà bien évolué, il allait beaucoup plus loin d'ailleurs que Hergé uniquement. Et là voilà, on a commencé à travailler ensemble, et je me suis dit mais voilà, ce serait bien d'avoir quelqu'un qui, c'est son métier d'écrire, ce n'est pas le mien, je suis pas une mauvaise plume, hein, même si ça a été une Mais tout de même, catastrophe à c'est bien l'époque d'être d'Hergé, accompagné. mais c'est quand même bien d'être Bien sûr. accompagné par un pro. Et comment dire, l'alchimie a été mais parfaite dès le premier instant, et avec l'éditrice aussi. Donc on a formé un trio qui, à chaque étape de l'avancement du livre final, les choses se sont faites comme des pièces d'un puzzle qui se mettent ensemble de manière tellement évidente. Vous savez, on a tous joué au puzzle, que parfois on cherche, on n'y arrive pas, on essaie de forcer, ça ne va Le pas, morceau etc. qui rentre pas, le morceau manquant. Oui, et tout à coup, paf! Et dès que vous avez trouvé le chemin du puzzle final, il vient tout seul. Et on arrive à ce beau, Et on arrive à ça. Voilà. beau résultat. C'est le résultat. Et donc, on le rappelle, donc intitulé Dans l'ombre d'Hergé, qui fait pas moins de. Il fait 300 pages environ. Un peu moins, Voilà. oui. Donc, dedans, on retrouve bien sûr tout ce dont on a évoqué là à travers ce podcast, mais pas que, bien sûr. On a fait que effleurer Oui. le sujet, il faut le dire. Donc, aux éditions Racine, on le rappelle. Merci Alain, je pense qu'on est plutôt pas mal. Merci d'avoir parlé de toi, Oui, de ton merci. histoire, en lien bien sûr avec Hergé. Oui. Merci. Et merci à toi, parce que c'est un privilège aussi d'être le premier Oui, et de de ce votre podcast, podcast. vu les sculptures, le privilège partagé. Merci beaucoup Alain, très gentil, Voilà. merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast, on vous dit à très bientôt avec un nouvel invité exceptionnel. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous contacter pour une éventuelle demande ou pour discuter passion, tout simplement. À bientôt.